Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au panel qui s'intitule Conjuguer l'économie circulaire et la qualité du travail, enjeux, opportunités et expérimentation. Je m'appelle Sarah Pérez-Lauzon, je viens de HEC Montréal, puis je vous présente mon collègue Emmanuel Reflet de HEC Montréal également, et Vincent Pasquier avec lequel on a co-organisé ce panel avec des experts qui ont des perspectives et des expériences complémentaires, je dirais, sur la question. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un atelier ou un forum en trois temps. Dans un premier temps, Emmanuel et moi, on va mettre un peu la table à la discussion. On se donne un maximum de 15 minutes. On verra. Peut-être moins, peut-être moins, si possible. Puis ensuite, on va passer à une période de questions. On a quatre questions pour nos panélistes que j'ai oublié de vous présenter, donc ça va très bien. Je vais faire ça tout de suite. Nous avons en premier lieu Amélie Côté, qui est face à nous, analyste en réduction à la source chez Équiterre, Dominique Dodier, directrice générale du comité sectoriel de l'environnement Envirocompétences, Claude Maheu-Picard, qui est directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, et Patrick Rondeau, directeur syndical, service environnement et transition juste à la FTQ. Donc voilà. Je vous ai dit, il y a trois parties. Je vous ai dit les deux premières. La troisième, c'est une discussion, un bon 20 minutes qu'on veut se garder pour avoir un échange ensemble sur la question. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Emmanuel pour débuter cette présentation. D'accord, donc merci beaucoup Sarah. Ce que je vais faire, je vais faire une petite présentation, un petit 101 autour de l'économie circulaire. C'est quoi? Alors pour ceux et celles qui connaissaient l'économie circulaire, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Alors l'économie linéaire, donc c'est l'économie dont on a hérité depuis la révolution industrielle et puis depuis l'accélération avec l'avènement de la société de consommation, donc qui est extrêmement gaspilleuse en ressources et passablement inefficace. Donc comment dépasser, qui est la source de pas mal de nos maux actuels. Donc comment dépasser cette économie linéaire. Donc c'est à travers ce qu'on appelle une transition vers l'économie circulaire. Donc là, l'économie circulaire qui se définit comme un système de production, d'échange et de consommation qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc grosso modo, là, l'économie circulaire vise à découpler en fait notre bien-être de l'utilisation de l'utilisation croissante de ressources naturelles et de la génération de toujours plus de pollution. Donc cette définition, c'est la définition québécoise, donc c'est la définition qui est issue du pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire. Ça a été 2 ans, 3 ans de travail, un apprentissage collectif. Et je soulignais justement une des particularités de l'économie circulaire au Québec, c'est ce processus de co-construction qui, c'est pas juste un fonctionnaire qui aurait pensé cette définition sur un coin de table à Québec ou un universitaire qui l'aurait fait ailleurs, c'était vraiment le résultat d'un apprentissage collectif. Et donc le schéma que je vous présente maintenant, donc qui est le schéma québécois de l'économie circulaire, donc c'est ce schéma qui permet d'atterrir cette définition. Donc vous avez donc 12 stratégies, puis je vais juste qui sont regroupées en deux grands blocs. Le bloc en amont qui est comment repenser certains modèles, certaines façons de produire pour réduire la consommation des ressources et préserver les écosystèmes à la source, donc c'est préventif. Et ensuite, de l'autre côté, donc à votre droite, vous avez les stratégies d'optimisation. Une fois que les ressources sont dans le système de production et de consommation, donc par une utilisation plus fréquente des produits, c'est le bloc 2.1. Par la prolongation de la durée de vie des produits et des composantes, c'est le bloc 2.2. Et puis par le 2.3 qui est donné une nouvelle vie aux ressources. Et donc, l'économie circulaire, c'est beaucoup plus que juste le recyclage, par exemple, qui est vraiment, comme vous le voyez, au 2.3, donc qui est quand on ne peut plus rien faire avec les ressources. Donc voilà, donc l'économie circulaire, c'est un concept parapluie. On compte 12 stratégies, ça c'est la définition québécoise et donc qui a beaucoup de propositions, qui regroupe un certain nombre de pratiques, écologie industrielle, dons et revente, qui sont des pratiques qui existent depuis longtemps et qui sont sous ce vocable d'économie circulaire en quelque sorte. Donc là, la question là, vous avez quelques, donc au Québec, c'est très dynamique.
Donc, on a le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, on a le laboratoire CERIEC, le CERIEC, donc le Centre d'études et de recherche interdisciplinaire sur l'économie circulaire à l'ETS, l'École de technologie supérieure. On a le CTTEI aussi, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Donc Claude donc que Claude représente ici. Et puis depuis très peu, depuis 22, 23, 24, on a vu l'éclosion aussi et de pas mal de feuilles de route. Donc le gouvernement a une feuille de route, la ville de Montréal une feuille de route, la région des Laurentides, la région la région de la Montérégie et d'autres encore ont mis en place des feuilles de route autour de l'économie circulaire. Donc c'est un mouvement de transition. Alors maintenant, dans toute transition, quand on parle de transition, on parle d'emploi. Il y a des enjeux pour l'emploi. Et alors, si la transition d'une économie industrialisée à une économie moins industrialisée n'a pas été forcément une très grande réussite au cours des 20 ou 30 dernières ou 40 dernières années, là, ce qu'on voudrait faire, alors ce qu'on veut faire dans ce panel aujourd'hui, et puis plus largement dans le projet de recherche qui nous anime, c'est étudier quelles sont les modalités est-ce que l'économie circulaire est capable de créer et de générer des emplois qui vont être de qualité. Et donc, alors on a fait une brève revue de la littérature. Il y a pas mal d'hétérogénéité quant à la définition et l'identification des emplois circulaires. Donc, certains mettent en avant, il y a certaines typologies qui mettent en avant des emplois verts, des emplois core jobs, des emplois qui sont directement avec la matière, d'autres qui incluent aussi des emplois qui sont de soutien. Ensuite, il y a pas mal d'études prospectives qui sont de nature quantitative. Donc, on va étudier dans tel secteur, il y aura la création de tant d'emplois a priori à tel horizon. Dans tel secteur, il y aura une disparition d'emplois, mais on n'entre pas dans la plupart de ces études dans la qualité de ces emplois, ni par rapport à différentes transitions. Donc, et donc, par rapport à différentes transitions aussi, je pense par exemple à la réparabilité. On a vu qu'il y a pas mal d'enjeux en fait. Même si la réparabilité avance, les emplois qualifiés qui seraient capables de couvrir et donner accès à cette réparabilité sont sont insatisfaisants. Donc voilà par rapport. Donc il y a plusieurs enjeux définitionnels, mais il y a aussi des enjeux comment dire. Après, il y a des enjeux de qualité. Et puis, donc grosso modo, au fondement de la dimension sociale de l'économie circulaire, même si elle est peu explorée, il y a un aspect l'aspect est souvent quantitatif plus que qualitatif. Donc, il y a la question des métiers, il y a la question de la gouvernance du travail et l'exercice de la voix des travailleurs et des travailleuses aussi. Donc, le projet qui est en cours, c'est ce projet sur la capacité de l'économie circulaire de générer des emplois de qualité. Donc là, je vais passer parce que là c'est plus tellement ma spécialité, c'est plus la spécialité de Sarah et de Vincent que la mienne. Oui, donc vous comprendrez qu'on travaille en collaboration sur ce projet de recherche-là qui, pour nous, le colloque du crime, c'était comme une opportunité de réunir des experts puis de nous aider à réfléchir sur la question. Donc, sur la question de la qualité de l'emploi circulaire, nous, on s'appuie dans le cadre de nos réflexions puis de notre recherche sur les travaux de nos collègues du CRIMT, donc de Grégor Dalia, Christian et Nicolas Roby. Et qu'est-ce que c'est la qualité de l'emploi ou la qualité du travail? C'est d'une part quelque chose qui se définit de façon objective et subjective, donc l'expérience du travail par les travailleurs en tant que tel. Puis, c'est la représentation de l'articulation de trois dimensions. La première, je vais faire ça. La première, c'est la dimension des risques. Donc, la qualité du travail peut être définie par tout ce qui est risques économiques, sociaux, psychologiques, physiques, vécus dans l'expérience des travailleurs et le caractère mutualisé ou individualisé. Donc, est-ce que ces risques-là sont portés seulement par l'individu ou par le marché ou par les employeurs? Il y a la question de l'autonomie et de la subordination au travail. Donc, l'autonomie dont disposent les travailleurs dans la prise de décision. Notamment dans l'organisation du travail et la charge du travail. Et il y a la question de l'expressivité qui concerne la capacité des travailleurs à exercer une voix par rapport à la prise de décision dans l'organisation notamment. Donc, la qualité de l'emploi circulaire, de la manière dont on essaie un peu de l'aborder, c'est de voir dans quelle mesure ces dimensions-là se mesurent, s'articulent, se vivent au niveau des emplois actuels, mais aussi futurs, puis comment, par exemple, quand on parle de transformation des emplois de l'économie circulaire, transformation dans les compétences, comment une dimension, par exemple,
les risques économiques. Il y a une amélioration sur cette dimension-là, mais c'est quoi l'incidence, par exemple, sur l'autonomie au travail lorsqu'on réfléchit à ces questions-là? Donc voilà. Puis ça nous amène pour mettre un peu la table au niveau de la discussion lorsqu'on réfléchit à la qualité de l'emploi, à la qualité du travail de l'économie circulaire, à quelques défis et quelques enjeux qu'on a posés sous la forme de questions. Le premier défi ou le premier enjeu, c'est justement la question de comment conjuguer les différentes transitions. Donc, on parle de transition ici vers une société ou des activités d'économie circulaire, mais en parallèle, il y a la question de la transition numérique. Donc, comment conjuguer ces différentes transitions-là? Comment faire de la qualité du travail une composante essentielle de ces transitions. Premier défi ou premier enjeu. Il y a la question des modalités de gouvernance et des conditions qui sont susceptibles de faire en sorte qu'on puisse collaborer, donc plusieurs parties prenantes puissent collaborer, donc les communautés, les travailleurs, les syndicats, les employeurs, les municipalités, les écoles, pour assurer cette transition-là. Puis, il y a d'autres questions qui se posent au niveau du développement des compétences, de la formation, de la carrière des personnes qui occupent des postes en économie circulaire, puis comment assurer un partage juste des risques et des responsabilités entre les différentes parties prenantes. Ce qui nous amène pile sur notre période de questions. Donc, on a mis juste un peu la table ensemble pour regarder la définition, ce qui était un peu la qualité du travail puis les questions que ça suscite. On voulait vous laisser 1 minute ou 2 juste pour vous présenter, parler de votre organisation puis la posture un peu que vous souhaitez occuper dans le cadre de la discussion aujourd'hui. Puis ensuite, on irait aux questions si ça vous va. Ça va-tu? Je vais y aller comme ça. Dominique. Bonjour, Dominique Daudier, comme Sarah l'a présenté, directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement. Ça fait 19 ans que je suis au comité sectoriel. On a 3 axes de travail. On est financé majoritairement par Emploi Québec. On est un OSBL. On a 3 axes de travail. On a l'information sur le marché du travail. Alors, on essaie de faire des portraits, de quantifier, de qualifier tout ce qui est économie verte, environnement, transition verte en termes de main-d'œuvre. On a aussi tout l'aspect développement des compétences vertes et verdissantes. Moi, je les ai catégorifiées de cette façon-là. Alors, on prend des besoins chez les travailleurs et les travailleuses dans le complément de compétences, puis on développe des projets de formation, que ce soit de courte durée ou de plus longue durée. Alors, il y a des programmes de formation qui durent 121 heures, puis il y a des formations de 8 heures, tout simplement. Et le troisième axe, c'est la gestion des ressources humaines. Alors, dans la philosophie, la mission d'Envirocompétences, on a cette préoccupation-là de développer les bonnes pratiques. Et moi, je n'appelle plus ça la gestion des ressources humaines, j'appelle ça maintenant la gestion humaine des ressources. Et c'est vraiment dans la perspective de l'économie verte puis de la transition verte que j'ai changé un peu la façon dont on appelle la GRH là, conventionnelle et traditionnelle. Fait que c'est les 3 axes de travail sur lesquels on travaille depuis notre existence. Ça va faire bientôt 25 ans. Alors, je passe le micro à Claude. Ben, moi aussi, ça fait 19 ans que je suis à cette On en parlait tout à l'heure. On est des carriéristes dans notre domaine. Moi, je suis directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, donc un centre de recherche collégial qui aide les entreprises à améliorer leur compétitivité en faisant une meilleure gestion de leurs résidus. Donc, on essaie de trouver des débouchés qui soient innovants puis rentables à ces matières-là qu'on considère comme des ressources importantes. Donc, avec les entreprises, on va regarder dans les conteneurs, dans les différentes étapes de production, d'opération, comment on peut aller chercher, récupérer la valeur dans ces matériaux-là. Donc, on a un bon réseau de contacts à l'échelle du Québec au niveau de centres de tri, de recycleurs, etc. On a un côté très pratico-pratique, très terrain, parce que dans notre quotidien, ça nous amène à côtoyer des gens qui ont mis en œuvre les différentes filières de recyclage au Québec, donc des métiers liés à l'économie circulaire. On a vu comment que ça se passait. Les défis, je pourrais vous en parler. Je suis aussi, notre centre de recherche collégial est affilié au Cégep de Sorel-Tracy, qui offre une technique en environnement, hygiène et sécurité au travail. Donc, c'est aussi le volet, on a un mandat aussi de formation de cette clientèle étudiante-là dans notre mission de centre collégial de recherche. Voilà. Merci.
Bien, bonjour, mon nom est Patrick Rondeau. Moi, je suis directeur du service environnement et transition juste à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, donc la FTQ, qui est la plus grande centrale syndicale au Québec. On a plus de 600 000 membres dans toutes les régions du Québec, dans à peu près tous les corps de métier, excluant à peu près les enseignants. Mais sinon, je vous dirais que si vous rencontrez quelqu'un de syndiqué, c'est possiblement dans un milieu syndiqué avec nous. Donc, donc, ça nous amène à avoir une très vaste expertise et peu à la fois, parce que c'est très vaste. Les enjeux de circularité ou d'économie circulaire ne sont pas arrivés encore tout à fait dans les travaux de la FTQ. Ce que je peux voir, que je peux apporter comme expertise, par contre, ici, c'est tous les travaux que nous faisons sur la transition juste. Qui est un concept consacré par l'Organisation internationale du travail que nous tentons d'adapter au Québec. Et il y a beaucoup d'éléments tantôt dont on parlait qui font lien avec ça. Quand on dit, ben, il faut que ça soit des emplois de qualité, c'est très vertueux, mais encore. Et quand la création d'emplois, elle est rarement de bonne qualité, ça prend des principes ou ça prend certaines luttes derrière. Donc, ça sera ma pierre dans l'édifice. Et pour vous relancer, moi, ça fait 24 ans. Je suis dans le milieu syndical. Fallait que je pète votre ballon. Que voulez-vous? Mais seulement 12 ans dans le dossier de l'environnement transition juste. Fait Amélie. Moi, je ne ferai pas compétition au nombre d'années. Mais bonjour tout le monde, Amélie Côté. Donc, je suis analyste chez Équiterre sur les dossiers de réduction à la source. Donc, en lien avec le graphique que vous avez vu sur l'économie circulaire, chez Équiterre, on a décidé de se concentrer vraiment sur les premières stratégies que sont repenser en fait la fabrication des appareils par l'éco-conception, optimiser l'utilisation de l'existant. Donc, essentiellement, je travaille sur les questions entourant la réduction des emballages dans le secteur alimentaire et en général, et l'accès, le droit à la réparation. Donc, je viens ici parce que j'ai coordonné quelques études sur ces questions-là et la réparation, étant donné que ça évolue beaucoup au Québec, cette question-là, et au Canada éventuellement, on l'espère aussi. Ça vient aussi avec des réflexions sur comment est-ce qu'on va avoir, on va pouvoir, le marché du travail va pouvoir s'adapter alors qu'on est dans un contexte où il y a une réduction du nombre de personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, une demande accrue et peut-être que l'offre ne sera pas au rendez-vous. Et mon angle pour ce panel, c'est vraiment au niveau des politiques publiques, de la réflexion sur comment est-ce qu'on peut planifier en amont le travail qui est fait pour s'assurer que les politiques publiques soient effectivement mises en œuvre et donnent les résultats qu'on souhaite. Voilà. Désolée. Merci. Donc, je vais poser la première question, puis le défi. Donc, comment on va procéder? Je pose la question. Vous avez évidemment la liberté de répondre. Là où il y a moins de liberté, c'est que vous avez maximum 3 minutes. OK? Par réponse. J'ai pratiqué ma joke. Je me trouvais drôle. Donc, elle est bonne, hein? OK. Donc, la première question que j'aurais pour vous, ça serait quels sont les principaux défis ou les opportunités principales que représente la transition vers une économie circulaire en matière de travail et d'emploi? Donc, c'est la première question. Défis, opportunités entre 2 et 3 minutes. Je ne sais pas qui veut se lancer dans ce défi. Moi, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, depuis les 19 dernières années, il y a comme il y a une opportunité de quantifier puis de bien positionner ce qui s'en vient. Et on n'a pas eu ce réflexe-là. On n'a pas un réflexe main-d'œuvre dans toutes les politiques, dans les orientations stratégiques, dans toutes les feuilles de route, que ce soit municipales ou provinciales ou fédérales. On n'a pas développé le réflexe main-d'œuvre. Puis je pense que l'économie circulaire pourrait être un chantier où on pourrait effectivement avoir un réflexe main-d'œuvre et le développer là, déjà au départ plutôt que d'attendre, être en réaction. Souvent, toutes les stratégies gouvernementales ont fait en sorte que c'était après qu'on s'est rendu compte, a-t-on la main-d'œuvre pour le faire? Est-ce qu'elle est qualifiée pour le faire? Et détient-elle les compétences nécessaires? La réflexion n'avait pas été faite en amont, elle a été faite après. Alors, ce qu'on est arrivé, c'est qu'on est arrivé face à des murs parce qu'on n'avait pas prévu quels seraient les besoins en main-d'œuvre, en qualification, puis en nombre. Alors, je pense que l'économie circulaire pourrait être un tremplin à être un peu plus proactif dans notre démarche d'emploi, puis dans notre démarche de formation, puis dans notre démarche de compétences. C'est ça. J'ai pesé
sur un bouton. On verra. Si ça ne marche pas, vous me le direz. Un défi que moi, je vois aussi, c'est que le besoin d'adapter les formations ou de développer des programmes de formation, ben, ça ne va pas vite, hein. Au collégial, si on passe à un diplôme préuniversitaire, ça prend 4 ans faire la refonte d'un programme. Puis là, les changements climatiques, là, vous voyez comme moi, là, on est que chanceux, il fait beau aujourd'hui, mais c'est pas normal. C'est pas normal cette météo-là en octobre au Québec. Donc, les changements climatiques vont plus vite que notre capacité à modifier des programmes de formation. Puis une fois qu'ils seront développés, mais il va falloir aller former ces gens-là. Puis je pense qu'on ne peut pas s'attendre, Patrick, tu pourras sûrement nous le confirmer, mais que des gens vont quitter leur emploi pendant 1 an, 2 ans pour aller faire un cours. Donc, il faut trouver la bonne formule pour chaque type de métier qui va nécessiter des ajustements. Puis ça, c'est le principal défi que moi, je vois. Et aussi, j'ai entendu d'un directeur de notre commission scolaire cette semaine qui me disait que de son côté, il y a un défi, c'est aussi la résistance au changement du personnel enseignant. Je ne suis peut-être pas dans le bon amphithéâtre pour faire cette déclaration, mais ça fait partie de la réalité, puis je pense que ce n'est pas le propre des enseignants, là, je pense que c'est partout, c'est d'adapter eux aussi, une fois qu'ils seront formés, ben, de changer leur programme, leur cursus, etc. Fait qu'il y a un effort collectif à donner pour donner un bon tour de roue parce que ça presse. Oui, Claude touche à quelque chose d'important, là, les changements d'habitude, là, et même de façon professionnelle, c'est extrêmement compliqué. Ça ne se fait pas naturellement. Donc, c'est sûr, dans les opportunités, il y a effectivement cette contribution-là à la lutte au changement climatique. Ça va de soi dans la mesure où la définition, on la garde telle que le pôle l'a définie. Donc, c'est-à-dire dans un but de réduction et non pas, comme on le voit dans certains pays en Europe, où c'est mainstream. Ça signifie que ça s'inscrit dans la même continuité de croissance infinie, mais différemment. Donc, il faut que ça soit transformatif à un certain point pour que ça fonctionne et ça demande des changements de paradigme. Donc, effectivement, dans le milieu du travail, dans nos façons de nous comporter et même en tant qu'humain, c'est contre-intuitif quelque part de changer pour changer, sans aucune raison qui a été réfléchie ou qui a un sens et une motivation. Je nous ramène cette semaine, il y avait un sondage que Léger a publié que 74 des gens étaient préoccupés par les changements climatiques, mais seulement de 47 disaient être actifs à faire des actions concrètes. Donc, ça signifie que même si on est conscient, on n'est pas prêt à agir nécessairement. Donc, c'est un défi d'aborder ça dans les milieux de travail. C'est pour ça qu'au niveau de la FTQ, on pousse, comme je le disais tantôt, le concept de transition juste, qui a été consacré par l'Organisation internationale du travail, qui regroupe employeurs, syndicats et États. Le Canada a ratifié, le Québec a aussi ratifié à une certaine mesure. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que ça repose sur 4 piliers. Ça signifie que les transitions, pour qu'elles fonctionnent et que les gens embarquent dedans, ils doivent être impliqués dans les décisions qu'ils prennent. Et c'est un peu dans la présentation de tantôt. Donc, ça passe par un dialogue social interne au milieu de travail où vous avez un comité paritaire où on décide ensemble, où le plan d'affaires il est mis sur la table et les changements sont négociés ensemble. Donc, ça demande aussi un respect du droit du travail, qui est le droit d'association, le droit de se réunir, le droit de pouvoir échanger et de négocier nos propres conditions dans ces changements-là. Ça demande aussi une protection sociale qui est autre que l'assurance-emploi. Je vais y revenir tantôt, mais par exemple, quand il y a eu les feux de forêt, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement qui impactait l'emploi, mais le régime d'assurance-emploi n'était pas prêt à faire face à ça. Et vous avez tout l'agenda du travail décent. Et là, on va revenir plus en détail tantôt, mais les conditions de travail dans lesquelles les gens évoluent. Donc, c'est-à-dire des conditions salariales décentes et non pas simplement viables. Donc, ça signifie qu'ils peuvent jouir de leur gain au travail, mais aussi qu'ils respectent l'intégrité physique et mentale quand ils sont dans les milieux de travail. Donc, il y a tout ça à mettre en place avec des politiques d'équité au niveau du genre, au niveau intergénérationnel et dans certains cas avec une attention particulière aux Autochtones et ultimement des politiques publiques au niveau industriel, social et public. Donc, il y a tout ça qu'on doit aussi regarder qui sont nécessaires à amener les gens à faire un réel changement parce que c'est un parachute pour eux. Sinon, on leur demande de sauter dans le vide dans un contexte où il y a de très grands défis, mais de très grandes opportunités, parce qu'en terminant, l'économie circulaire s'inscrit dans une nouvelle mouvance de nouvelles économies dont on a besoin. On le sait très bien, cette crise climatique-là est liée très intrinsèquement
au système économique actuel et ces nouvelles formes d'économie-là, qu'elles soient l'économie sociale, l'économie du beigne, avoir de nouveaux indicateurs, comme des indicateurs de bien-être et non pas juste le PIB, ben, l'économie circulaire s'inscrit aussi dans cette réflexion-là, tant qu'on sort de la logique productivisme à tout prix et de croissance économique. Je vais rebondir sur un élément que Claude a mentionné. Donc, ça va être un petit peu plus pointu, mes interventions, mais étant donné que je vous le mentionnais, c'est plus sur le secteur de la réparation que j'ai travaillé spécifiquement. Tu mentionnais 4 années pour développer un programme de formation. On a un exemple avec Cyclochrome, qui est une entreprise qui fait de la réparation de vélos avec plusieurs partenaires. Ça leur a pris 9 ans développer une formation sur la réparation de vélos et ils n'ont même pas été en mesure d'ajouter dans ce processus-là un module sur la réparation de vélos à assistance électrique, alors que pendant cette période, évidemment, il y a eu une croissance de l'utilisation des vélos à assistance électrique. Donc, le manque de flexibilité, d'agilité aussi dans le développement de formation, c'est une problématique. Et évidemment, même pour les appareils électroménagers électroniques, là, donc les secteurs auxquels je me suis plus intéressée, il y a une évolution qui est technologique, qui est rapide. Donc, ça va être tout un défi de s'adapter à ce niveau-là. Peut-être l'opportunité au niveau des politiques publiques, c'est justement l'adoption de différentes législations, puis même la feuille de route en économie circulaire, le plan de déploiement, tout ça, ce sont quand même des opportunités qui sont intéressantes. Au Québec, on a eu donc l'adoption de la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens. Je ne la connais pas par cœur. C'était en 2023, mais on y propose, en fait, il y aura une garantie de bon fonctionnement pour les biens qui va être mise en place en octobre 2026. Ça veut dire que des catégories de biens qui brisent fréquemment vont devoir durer pendant un certain nombre d'années et donc il va y avoir des services de réparation qui vont se déployer nécessairement. Donc, ça va avoir un effet positif sur la demande, mais comme je le mentionnais, dans 2 importants secteurs de la réparation, en fait, la réparation du matériel électronique et des articles personnels et ménagers, ça a diminué de 42 le nombre d'employés entre 2003 et 2023 et c'est une proportion équivalente au Canada aussi. Donc, si on ne met pas l'accélérateur sur ces questions-là, on va se retrouver face à un mur et je pense que ça va se répercuter, ça va être présent dans d'autres domaines également parce qu'on n'a pas planifié du tout en amont cette transition-là. Puis, pour reprendre aussi ce que Dominique mentionnait au début de l'intervention. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Moi, je vais rebondir sur vous deux. On fait popcorn. Il y a 1 an et demi à peu près, j'avais, pour écrire un blog, j'avais documenté l'aspect des véhicules électriques. Quand le gouvernement a dit que 2035, ça va être fini la vente de véhicules neufs à essence, je me suis intéressée à voir, ben, est-ce qu'on est prêt à passer au tout électrique? Nombre de bornes prévues, etc. Puis c'était un petit peu épeurant la réponse à ça. Mais il y avait le constat aussi que les écoles de mécanique automobile, il n'y en a que 4 qui offraient le cours de réparation. Fait qu'il y a ça aussi, il faut que les politiques publiques, on les lance, mais après ça, il faut que ça suive au niveau de l'emploi puis que les formations soient données parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver, là? Fait qu'il faut que ça soit cohérent, tout ça, là. En ce moment, on va aller dans le solaire, mais on n'a pas d'électriciens qui ont les capacités, en tout cas, on a très peu de nombre, les capacités de poser des panneaux solaires, d'en faire la réparation. Quand je vous parlais de proactivité, puis de penser en amont, puis de faire de prendre des actions comme dans la feuille de route en économie circulaire du gouvernement québécois, ben, puis d'apposer des mesures puis des compétences qui seront nécessaires pour être capable d'atteindre ces objectifs-là. C'est 2 exemples très concrets qu'on n'a pas prévu ça. Oui, oui. Sauvé, conseiller intégration, performance environnementale à Hydro-Québec. On travaille justement avec nos ingénieurs puis nos différents techniciens pour justement le domaine solaire, de la qualification de la main-d'œuvre dans ce marché-là qui est développé, qui est dans notre plan stratégique d'Hydro-Québec 2035, avec des investissements de plusieurs milliards qui sont requis dans le domaine pour augmenter notre production
les besoins de la demande. Puis aussi, l'autre élément que vous parlez au niveau des bornes de recharge, Circuit électrique du Québec, effectivement. Donc, de planifier le grid d'Hydro-Québec avec la clientèle, comment on va mettre ça de l'avant, les métiers spécialisés qui vont pouvoir faire ça, l'application des bornes de recharge à domicile. C'est des enjeux qu'on a. Puis effectivement, monsieur la FTQ, comment on va faire pour former nos employés, travailler avec les former, les perfectionner. Puis effectivement, malheureusement, pour le programme de vélo, effectivement, en Europe, c'est les vélos électriques qui sont dominants. Fait que c'est un bon challenge qu'on a. Fait que on regardera au niveau d'Hydro-Québec, ça vous tente de regarder notre programme d'économie circulaire qu'on va mettre en place prochainement. Oui. Juste finaliser. Oui. Juste en maintenance éolienne, là, parce qu'on va avoir un parc éolien, puis c'est dans votre stratégie Hydro-Québec. Il y a une école au Québec qui enseigne le DE, qui fait un DEC en maintenance d'éolienne, c'était en Gaspésie. C'est la seule école qui enseigne ce programme-là. Alors, c'est très difficile d'aller former un paquet de gens à travers le Québec pour être capable de faire de la maintenance éolienne. Merci. Super. Je vais passer à la deuxième question. Les emplois circulaires puis leur qualité sont souvent peu connus. Donc, on associe certains d'entre eux à des sales boulots ou des métiers beaucoup plus difficiles d'ailleurs. Est-ce que pour vous, c'est un mythe ou une réalité? Oui. C'est tellement une réalité, malheureusement. Si vous avez visité un centre de tri, c'est vrai, c'est la réalité. Ils ont du mal à garder leur personnel. C'est des conditions difficiles, souvent des bâtiments pas chauffés, un éclairage plus ou moins déficient, debout tout le temps avec des trucs qui défilent devant eux sur des convoyeurs à une cadence assez élevée parce qu'il y a un tonnage important qui est là. Fait que c'est pas des conditions faciles, des risques là, de se couper, de tomber sur des objets. Les gens, bon, on met des fois un peu n'importe quoi là, dans notre bac. Fait que des matières dangereuses, des seringues, des animaux morts. Fait que il y a des. Il faut qu'ils réagissent vite. Fait que c'est des jobs qui sont difficiles. On le voit dans les centres de tri de matériaux de construction. Il y a un très fort roulement de personnel. Ce qui fait que les employeurs doivent recourir à des agences qui vont aller chercher des personnes immigrantes qui vont venir faire 2, 3 jours sur place. Ces gens-là ne parlent pas le français nécessairement. Fait que comment on les forme rapidement à faire le tri de manière efficace, de manière sécuritaire. Et puis, donc, c'est pas viable, ça, cette façon de faire-là. Fait que oui, c'est pas un mythe. C'est la réalité, malheureusement. Puis même si les employeurs essaient d'améliorer les conditions, il reste que ça revient toujours à une question d'argent. C'est pas payant de faire du recyclage de matières résiduelles, fait qu'il n'y a pas d'argent pour payer des salariés convenablement qui vont rester. Fait que tant que ça, on n'en fera pas une priorité de société, ça va perdurer malheureusement. C'est sûr qu'on parle de plus en plus d'aller vers ces tâches-là qui sont un petit peu plus abrutissantes ou à risque de les automatiser, mais l'automatisation, ça a un coût aussi. Euh, voilà, mais c'est un constat. Moi, j'ai envie de lancer une sous-question. Je ne m'étais pas prévu de réponse. Mais est-ce que ça se peut que ça dépende aussi de à quelle étape de la chaîne de l'économie circulaire on se trouve? Parce que là, on parle au niveau du recyclage, donc un peu la job ingrate. Mais dans l'éco-conception, par exemple, je pense que ça peut être des super emplois aussi. Ah, ben oui. Donc c'est aussi ça. Donc, quelle proportion des emplois vont se retrouver à chacune des étapes et comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'une meilleure rétention de la valeur des objets, des matières qui sont mises en marché pour justement encourager à ce que ce soit ces chaînons-là de l'économie circulaire où on trouve davantage d'emplois? Moi, je crois qu'il y a quand même une très grande diversité de métiers et de professions qui sont reliés à l'économie circulaire et la transition verte en général. Et ça représente aussi quand même beaucoup de secteurs d'activité économique, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont moins payants dans des plus ou moins bonnes conditions de travail. Et il y a des emplois qui sont bien payés et qui sont dans des bonnes conditions de travail. Fait que je pense que c'est quand même un reflet de la société, ce qui n'empêche pas de vouloir améliorer le tout et de faire de l'amélioration continue. Mais il y a des métiers en ce moment, j'ai vu des affichages de postes de conseillers en alimentation durable qui se fait à 29 et 88, puis des ingénieurs en éco-conception ou des ingénieurs qui vont travailler dans un département de recherche et développement
pour améliorer la qualité des matériaux ou la base des matériaux d'une production. On parle de 70 à 85 000 aujourd'hui qu'on parle là, avec 3 ans d'expérience. Fait qu'il y a quand même une diversité à ce niveau-là, mais j'en conviens que tout le recyclage est quand même peut-être le parent pauvre là, des métiers. Là. Mais c'est souvent des seuils d'entrée aussi aux gens qui sont éloignés du marché du travail, ce qui n'en fait pas une justification pour les exploiter ou pour ne pas leur donner des conditions de travail. Oui, bien, juste parenthèse, tu parlais des centres de tri des matériaux de construction tantôt. S'il y a une place où on ne recycle vraiment pas, c'est là. Vous seriez abasourdi à voir à quel point les déchets de démolition et de rénovation, on envoie ça tout simplement au dépotoir. Là. C'est ahurissant. Donc, on est loin. On n'est pas rendu là encore là. Mais ça, la discussion qu'on a, ça soulève toute la question de la valorisation du travail aussi, les étiquettes qu'on y porte et les perceptions. Puis c'est vrai qu'elles sont réelles dans un centre de tri. Puis quand c'est de l'éco-conception, ah ben là, t'es tellement cool. Et ça, c'est problématique parce que en fait, on qualifie en fait certains métiers au détriment d'autres. Et c'est difficile après ça de faire du recrutement et ça va plus loin que ça. Des métiers très bien payés en ce moment peuvent être considérés problématiques et ça aussi, ça empêche la transformation de ces métiers-là. Parce que, et moi, c'est la problématique que j'ai avec justement les étiquettes. En fait, ça dépend entre le qualitatif et le factuel, comme par exemple les emplois verts. Il y a des emplois verts de façon factuelle, on peut dire que c'est des emplois de l'environnement, et les emplois qu'on leur donne, la belle étiquette vert qui brille, c'est donc bien beau, mais tu travailles dans une raffinerie, par contre, tu es un sacré problème et tu es en train de tuer la planète. Donc il y a cette valorisation-là qui fait en sorte que certains milieux vont se mobiliser et d'autres vont être réfractaires parce qu'ils sont démonisés et ils ne font pas partie du dialogue et pourtant, ils peuvent en faire partie. Donc ça, c'est assez compliqué. On voit la même mentalité à peu près partout dans le monde. Au fédéral, au Canada, on parle même d'emploi durable. Donc là, on est rendu encore plus loin. On n'a pas de définition d'emploi durable, mais il y a une loi sur les emplois durables. Donc, cherchez l'erreur, mais ce qu'on dit, c'est tout emploi contribuant à la feuille de route de décarbonation du Canada. Donc, là, vous êtes vraiment là, dans la gang des cool kids, mais sinon, vous ne l'êtes pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne le sont pas? Et ça, c'est quand même problématique. Et pourtant, dans certains secteurs énergétiques, ils détiennent les compétences et la clé de la transition énergétique. Vous avez certaines compétences en raffinerie sont les mêmes qu'en géothermie, par exemple. Donc, un emploi qui peut être considéré problématique peut être du jour au lendemain un emploi valorisé, un emploi vert. Donc, il faut faire attention à ça. Ça fait partie d'un tout et il faut le garder comme ça. Il faut éviter en fait, cet étiquetage-là et cette dévalorisation ou survalorisation. Et je vais donner comme exemple le secteur du plastique. Hein. C'est tant qu'à parler de recyclage et de pas recyclage et ainsi de suite. Pourtant, c'est un laboratoire extraordinaire, les industries de plastique en ce moment, parce qu'elles sont sous pression, sont sous tension par des règlements au niveau fédéral, mais par un pacte aussi qui est en train de se négocier à l'international qui va sceller le sort pour pas faire de mauvais jeu de mots, du plastique dans les années à venir. Mais ça, c'est des éléments que vous avez parlé, ça nous amène à réfléchir sur la responsabilité accrue des producteurs, sur le cycle de vie, sur l'éco-conception. Donc, il y a là, dans un endroit qui est perçu comme étant strictement négatif, des opportunités intéressantes de réflexion et d'action. Donc, parce que c'est vrai que tant que le coût de la matière ne changera pas, tant que les perceptions ne changeront pas, on n'y arrivera pas. Si on revient sur le plastique, vous savez, il y avait 2 millions de tonnes de plastique qui étaient produits dans les années 50. Aujourd'hui, il y en a combien selon vous? Dites des chiffres. On est passé de 2 millions à 100 000? 100 000 millions. C'est un peu beaucoup. C'est un peu moins que ça. On est passé de 2 millions à 400 millions de tonnes produits aujourd'hui et d'ici 2060, les pronostics, c'est que ça va tripler. Et ce qui est le plus afférent là-dedans, c'est que seulement 9 est recyclé. Et du 9 très peu est utilisé. Donc, à peu près 6 du 9 est utilisé, réutilisé pour de vrai. Le restant est jeté ou brûlé. Donc, pourquoi? Parce que le coût de la matière recyclée de plastique n'est pas viable. Ça coûte moins cher d'utiliser de la résine vierge pour produire du plastique que de réutiliser des matériaux recyclés. Donc, tant qu'on est pris
dans cette espèce de cercle vicieux-là, ben, on ne réglera pas le problème et on continue à avoir des emplois qui sont extrêmement compliqués dans ces domaines-là. Et pour cause, tantôt Claude parlait des centres de tri, mais poussons l'absurde encore plus loin. Vous savez, de ce 9%-là qui ramasse le plastique pour qu'il soit recyclé, on appelle, dans certains pays, on les appelle les waste pickers. C'est des gens qui vivent littéralement dans des dépotoirs avec tout ce qui vient avec. Donc, c'est ça la réalité dans laquelle on est en ce moment et qui doit absolument changer. Donc oui, donc il faut faire attention sur les emplois qu'on parle et j'ai toujours de la misère à dire emploi circulaire, les emplois verts, les emplois durables. Ça fait partie d'un tout. Et je pense qu'il faut le prendre de façon globale. Voilà, regardez ma question. Fabuleux. Merci beaucoup. Troisième question pour vous, ça serait quelles sont les expérimentations qui vous semblent les plus porteuses que vous avez soit mis en place ou que vous avez vues ailleurs pour associer emploi circulaire et qualité du travail ou travail de qualité? Donc, ça serait quoi les meilleures pratiques que vous avez pu constater ailleurs ou des choses que vous avez mis en œuvre, essayé dans vos organisations ou vos contextes à vous? En fait, je reviens dans mon obsession de transition juste. Donc, c'est clair que ça doit être encadré de cette façon-là parce que sinon, on fait du clientélisme. On essaie de faire passer une industrie avec ses propres défis, ses employés à autre chose. Et ça ne marche pas. S'il n'y a pas une approche sectorielle, supportée financièrement, supportée par la formation, ben, c'est assez difficile à demander à une seule entreprise de faire tout le travail elle-même. Et ce qu'on voit, c'est surtout dans les entreprises problématiques, pétrochimie, plastique et autres, il n'y a pas d'appétit pour bouger là-dedans et malheureusement, il n'y a pas d'appétit des gouvernements de mettre en place ces politiques-là. Donc ça revient à ce moment-là aux acteurs et aux parties prenantes concernées de faire le travail eux-mêmes. Et c'est quand plusieurs acteurs bien différents se mettent ensemble que là, on voit éclore des solutions. On le voit, nous, présentement, dans toute la situation de la forêt. Et là, je vais me permettre un commentaire éditorial, comme si j'en avais pas fait déjà. Mais vous savez, dans le secteur de la forêt en ce moment et la protection du caribou, on est tous au fait de la situation actuelle. Quand on essaie d'avancer en tant que syndicat, parce qu'on représente 15 000 personnes dans le secteur de la foresterie, et qu'on approche les gouvernements, on nous dit que, attendez, là, la protection du caribou et la biodiversité, les feux de forêt et les changements climatiques et les emplois de la foresterie sont des dossiers distincts qui n'ont pas de rapport les uns entre les autres. Donc, je referme la parenthèse, ça vous donne à quel niveau dans lequel on nage dans ce monde kafkaesque. Mais par contre, les acteurs sont réunis ensemble. C'est-à-dire que les syndicats ont commencé à parler avec les industries forestières, avec les groupes de défense de la biodiversité, avec des élus locaux, les municipalités. Et il y a quelque chose qui est en train de se former pour forcer une réflexion sur repenser la forêt. Donc, c'est la même chose. J'ai l'impression, dans ces expérimentations-là, celles qui fonctionnent, c'est quand on se concerte de cette façon-là. Et un autre bon exemple aussi sur lequel on travaille avec le partenariat Climat Montréal, en fait, c'est mené par le partenariat Climat Montréal et Oranos. C'est des ateliers qui vont s'organiser autour de comment cerner les besoins des secteurs d'économie quant à l'adaptation au changement climatique et quels sont les outils qui devraient être mis en place. Et encore là, c'est un vaste chantier qui se met en place. C'est une deuxième phase. Donc, c'est vraiment cette concertation-là entre des acteurs très différents qui nous permet d'avoir des réponses. C'est correct. Moi, je peux donner peut-être deux exemples là, que j'ai vus dans les dernières années. C'est un exemple qui nous a été relaté par Pascal Nataf de l'Université de Montréal, il me semble, qui est un chercheur en gamification. Donc, pour des tâches qui peuvent sembler rébarbatives, répétitives, en l'occurrence, dans l'exemple qu'il nous présentait, c'était les gens qui doivent aller effacer des graffitis que tu reviens le lendemain, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est allé faire un nouveau graffiti. Ça pouvait être un petit peu démoralisant comme travail. Donc, ils ont la gamification, c'est quand on rend un travail un peu ludique pour le rendre plus agréable, puis aller mettre des défis. Donc, ils ont créé dans leur équipe comme un jeu, puis ça donnait des points d'aller effacer les tels graffitis et tout ça. Fait que c'est des façons de rendre le travail un petit peu plus intéressant, agréable, etc. Quand on parle même de tout ce qui est la réalité virtuelle, ben, ça peut intéresser des gens. Parce qu'il y a des métiers aussi qui sont plus traditionnels. Comment on les modernise pour
pour attirer des clientèles, par exemple, en soudure. Tu sais, on parle, c'est des métiers importants au niveau de la réparabilité. Comment le directeur de la commission scolaire dont je vous parlais tout à l'heure, il me disait, ben nous autres, au centre de formation professionnelle, on aimerait attirer des femmes en soudure parce qu'elles sont reconnues pour la précision, leur patience, etc. Puis il n'y a pas de femmes qui appliquent. Fait que comment on va recruter? Est-ce qu'il faudrait changer le nom du métier, etc. Fait qu'il y a au moins des réflexions qui ont lieu, puis ça, c'est intéressant. On a un projet en cours dans notre ville, à Sorel-Tracy, avec le Recyclo-Centre, qui est un centre de dons de matériel usagé, qui a une partie friperie, puis il y a aussi un atelier de travail adapté où il y a des personnes avec des limitations physiques et intellectuelles qui peuvent faire du petit travail de démantèlement, de tri, etc. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir euh, donner à ces gens-là un travail intéressant, un rôle dans la société finalement, là, rémunéré aussi. Fait que ça, c'est aussi, tu sais, quand on parlait d'équité puis d'être juste, ben, je pense qu'il faut considérer ça. Puis je m'arrête là-dessus, mais je vous reviendrai sur l'importance de l'économie sociale. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises d'économie sociale qui sont très actives dans le secteur de l'économie circulaire. Puis des fois, on n'y pense pas ou on le perçoit comme quelque chose de marginal, mais ça représente quand même beaucoup de travailleurs, travailleuses, beaucoup d'insertion sociale aussi ou de réinsertion sociale. Donc ça, c'est hyper porteur. Moi, l'exemple que j'avais en tête, ben, en fait, il y en a deux dans le secteur de la réparation. Un qui est une transformation d'un modèle d'affaires. Le groupe SEB, qui est en France, qui produit des petits appareils électroménagers et du matériel de cuisine, principalement. En fait, ils ont mis en place un label réparable 10 ans, qui est devenu réparable 15 ans en 2021. Et ça a fait en sorte qu'ils ont transformé leur manière de concevoir les appareils parce qu'ils voulaient favoriser la réparabilité. Donc, de concevoir des appareils dont on peut changer qui sont facilement démontables, dont on peut changer la plus petite pièce aussi pour que ça coûte le moins cher à l'entreprise. Et ça fait en sorte qu'ils ont développé un réseau de réparateurs partout dans le monde, donc 6200 centres de réparation agrégés dans différents pays. Donc, c'est plus le service après-vente. On fait en sorte que les appareils sont plus durables. Donc, c'est intéressant aussi avec tout un service où les pièces sont livrées sous 24-48 heures parce qu'évidemment, quand on brise des appareils, on en a besoin. Moi, je prends souvent l'exemple du frigo. Eux, ils font pas ça, mais on ne peut pas attendre pendant 3 semaines de recevoir une pièce quand notre frigo est brisé. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi adapter la manière dont le service est fait pour inciter à prolonger la durée de vie des appareils. Et le deuxième exemple, c'est le Home Appliance Europe, qui est une association qui représente la majorité des manufacturiers d'électroménagers en Europe. Et eux ont créé un programme de formation qui est donné au travers de différents partenaires académiques. Donc, ils s'engagent aussi à mettre à jour le cahier de formation à tous les 2 ans. Donc, l'engagement finalement de l'industrie pour outiller les professionnels de la réparation. Donc, de manière un petit peu plus réactive que ce qu'on voit avec les programmes de formation dont on a discuté. Donc, c'est de voir aussi comment les entreprises, ce secteur-là, peut contribuer à avoir des connaissances et comment est-ce qu'on peut transformer les modèles d'affaires pour qu'ils soient plus viables et plus cohérents avec finalement la vision de l'économie circulaire qu'on veut voir se développer au courant des prochaines années. Oui, ben moi, je voulais parler de l'économie sociale parce que vous connaissez le TIES, Territoire innovant en économie sociale solidaire, qui avait publié, je crois que c'était l'automne dernier, une étude qui démontrait comment ben, le rôle des entreprises d'économie sociale au Québec, puis en économie circulaire particulièrement, la plupart des filières de valorisation, de recyclage, ce qui est collecte, conditionnement, démantèlement, remise en marché, ça repose sur des entreprises d'économie sociale. Donc, c'est un secteur qui est vraiment important. En même temps, ce n'est pas des secteurs avec des emplois très bien rémunérés, puis de qualité nécessairement. Donc, il y a quand même une réflexion à faire là-dessus sur comment on peut améliorer les choses, mais l'étude du TIAS est très éclairante à ce sujet-là.
OK, parfait. Que j'étais d'Hydro-Québec, hein. Alors, par exemple, au niveau des entreprises d'économie sociale avec qui on travaille dans nos sources d'approvisionnement d'achat éco-responsables, d'achat responsable qu'on appelle, il y a des entreprises pour tous les vêtements. On est 22 000 employés chez Hydro-Québec, fait que tous les vêtements qu'on a initifuges et les réparations qui sont faites sont données à des entreprises, des fois de réinsertion sociale, qui vont juste faire les logos, les stickers, puis où est-ce qu'on en est. Fait qu'ils vont tous faire ces travaux-là. Et l'autre piste de réflexion que je vous donne, c'est que aussi l'ECPAR, je ne sais pas si vous connaissez, l'ECPAR, c'est des entreprises qui sont réunies pour trouver des éléments à mettre pour des achats plus responsables, donc différentes clientèles. Fait que c'est aussi une source d'information à privilégier. Et il y a aussi des normes ISO sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est intéressant. Oui, effectivement. C'est intéressant de voir si ça va être mis en place. C'est pas tout le monde qui peut le faire, par contre, mais au moins c'est un élément. Puis c'est de vérifier effectivement si auprès de nos fournisseurs, des walk the talk. Fait que c'est effectivement le problème qu'on voit étant auditeur, c'est de voir comment que les entreprises peuvent insérer ça dans leur pratique. Est-ce que nos fournisseurs à Hydro-Québec, on est le plus grand, on a le plus grande acquisition de biens et services au Québec. On parle de milliards et on travaille avec plusieurs types d'entreprises. Et il faut vérifier, voir si ces entreprises-là font ce qu'ils disent qu'ils font en matière de réinsertion sociale, premièrement. Deuxièmement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font comme produits et services dans la boucle d'approvisionnement circulaire. Fait que c'est tout un défi, mais je crois qu'avec les grandes entreprises au Québec, on est capable de mettre ces éléments en place et de donner cette réflexion-là à avoir. Vincent. Merci, collègue. Donc, peut-être une dernière question ici. Pour vous, ça serait un peu de façon plus prospective ou si on regarde le futur, c'est quoi les priorités d'action principales selon vous qui, justement, mettent en place, puis qui sont les acteurs à mobiliser pour ces priorités d'action-là, si on veut réfléchir à la question de la qualité du travail en économie circulaire? Dominique. Ben moi, je prône depuis 19 ans d'arrêter de travailler en silo puis de travailler en concertation avec tout l'écosystème. Puis je pense que chacun peut y apporter sa contribution ou sa réflexion du point de vue de l'économie sociale, du point de vue des pratiques d'affaires ou que ce soit. Et j'ai vu depuis, en tout cas, j'ai vu une nette amélioration dans les 3, 4 dernières années, mais avant ça, les gens travaillaient vraiment en silo. Et là, on voit qu'il y a des collaborations qui se font, il y a des synergies qui se développent, puis il y a du travail qui est fait plus en concertation avec différents niveaux. L'autre chose aussi, c'est que moi, je souhaiterais, en tout cas, Martin Luther King avait un rêve, moi aussi j'en ai un, mais je ne suis pas Martin Luther King, mais j'aimerais ça que dans tous les cursus scolaires, qu'il y ait au moins un cours sur l'économie circulaire ou la transition verte ou l'économie verte, pour que dès le jeune âge, on puisse déjà avoir une espèce de prise de conscience de ce qu'on peut faire comme citoyen avant tout. Après ça, comme ce qu'on peut faire quand on exerce une profession qui est reliée à l'environnement ou à l'économie verte. Puis ça serait beaucoup plus facile. En France, il estimait à peu près 500 000 créations d'emplois dans la réparation puis dans le réemploi dans un horizon de 5 ans. Ici, au Québec, on n'est pas capable de le dire pour l'économie circulaire encore. On va le faire bientôt. Mais on parle à peu près de 10 de taux de croissance de l'emploi dans le secteur de l'environnement puis de l'économie verte sur une population de 100 000 personnes qui travaillent en environnement. Fait que calculer 10 par année, c'est quand même sur une population quand même assez réduite au Québec. Là, on n'est pas la France. Là. Fait que on voit quand même qu'il y a un engouement. Dernière chose, si vous avez envie de contaminer les autres, moi, je parle de travailler en environnement, c'est appliquer ses convictions au quotidien. C'est ce que j'essaie de partager auprès des jeunes, de ceux qui s'en viennent et qui sur le marché du travail. Puis comme je vous dis, vraiment que dans le cursus scolaire, qu'on mette des connaissances puis des compétences qui sont reliées à l'économie verte et à l'économie circulaire, puis le Québec s'en portera mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus après ça? Moi, écoute, moi, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais dans la vie. Puis je me dis que tout le monde devrait avoir le droit d'aimer son travail, puis d'avoir des conditions de travail agréables. Moi, je le fais pour mon équipe autant que possible. Puis chaque fois que je vais dans des centres de tri ou dans visiter des entreprises, j'aime jaser avec les employés. Ils ont des idées. Fait que comment on les garde engagés puis qu'on s'assure que
qui touchent leur part du gâteau, là. C'est pas drôle, là. Il y a je reviens encore au recyclage, là, mais ils trient nos vidanges, là. Je veux dire, ils trient, c'est notre mode de consommation, là, qui génère ça, là. Fait que je vous invite, dans vos prochains achats, à réfléchir à ça. Si vous avez l'occasion de visiter un centre de tri, allez-y. Il y a le complexe EnviroConnexion à Terrebonne qui fait des visites guidées gratuites de leur site d'enfouissement. Allez-y, ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Puis pensez-y. Puis achetez des matériaux en produits recyclés. L'argent va revenir dans le système, puis on va pouvoir donner des meilleurs jobs à ces gens-là. Es-tu content de moi, Patrick? Ben oui, oui, je suis très content de toi, Claude. C'est magnifique. Musique. Mon rêve, c'était d'entendre Claude. Donc, ben, non, mais ben, écoutez, si vous ne serez pas surpris, pour moi, ça passe par la syndicalisation, mais ça va au-delà de ça, c'est la valeur même. Parce que la raison première en fait, vous savez, hein, la racine étymologique de syndicat, ce que ça veut dire, hein, syn et dic, ça signifie ensemble pour la justice. Donc c'est vraiment ça. En fait, si on le met à son plus simple dénominateur, en fait, le syndicaliste, c'est d'améliorer les conditions de vie des gens. Tu sais, donc, et et moi, mon genre de rêve, c'est que la tendance se renverse de ce qu'on vit depuis à peu près 20 ans, où c'est extrêmement étiqueté comme étant négatif, et qu'on combat le syndicalisme d'un point de vue politique. Je ne cacherai pas que ce qui s'en vient peut-être au fédéral à Ottawa nous inquiète drôlement, parce que il y a quelque chose de surréaliste là-dedans. C'est de s'attaquer aux conditions de vie des gens. Donc pour moi, ça fait aucun sens. Et il faut plutôt aller vers des politiques comme on l'a vu dans un pays pas facile. Les États-Unis, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, avec le Inflation Reduction Act du président Biden, qui était en fait pour répondre à la COVID, mais qui a mis sur la table, de façon imparfaite, mais les éléments principaux du travail décent. Donc, c'est-à-dire que du financement pour les emplois, pour un grand chantier de transformation énergétique qui passe par des mesures de protection sociale, du dialogue social avec justement les travailleurs qui ont des choses à dire, puis qu'on est prêt à dire, OK, on va vous écouter. Tout ça dans un droit renforcé d'association et de négociation. Donc, je pense tout ça mis ensemble, qu'il y ait un retour des lettres de valeur du fondamentalement ce que c'est. Et là, je ne parle pas de syndicalisme corporatiste, là, ça existe, là, hein, on va se le dire. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de l'essence même. Et tout à fait, là, je bois les mots de Dominique là, sur arrêter de travailler en silo, là, ça nous tue. Voilà. Ben, arrêter de travailler en silo, mais peut-être mieux trier à la source aussi. J'écoutais Claude, puis on parle des centres de tri, mais d'avoir une réflexion, si on veut avoir du travail de qualité, puis ça, il y aura indéniablement du travail à faire au niveau du tri des matériaux, des matières, mais si on pense à des systèmes et à une manière de fonctionner pour avoir davantage de tri, là, je vais donner l'exemple des contenants de boissons, par exemple. La consigne, ça permet de trier à la source les matières, donc ça évite certaines opérations de tri, ça augmente la valeur et la qualité des matières, le potentiel de réintégration dans un processus de fabrication également. Donc, c'est un élément qui est intéressant aussi à prendre en compte, comme on peut penser à une standardisation des emballages, des matériaux qui sont mis en marché aussi, qui simplifierait drôlement aussi le travail de beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est une petite bulle qui m'est passée en t'écoutant. Mais plus au niveau de la valorisation des métiers de l'économie circulaire, dans un travail qui a été fait par des étudiants et étudiantes qui ont travaillé avec Emmanuel, je crois que c'était à l'automne 2023 maintenant. Une des propositions qui avait été faite, c'était d'intégrer les métiers de l'économie circulaire qui seront donc à définir. Est-ce que ce sont les emplois verts, les emplois justes, les emplois durables, mais plus au niveau professionnel aussi, dans le programme d'apprentissage en milieu de travail du ministère de l'Emploi, donc pour les valoriser aussi, pour en faire la promotion, pour être en mesure de recruter aussi une diversité de profils. Et on l'a vu,
j'ai sorti un exemple parce qu'on a parlé, je pense que c'était à l'hiver dernier, à l'automne dernier, on cherchait des travailleurs, travailleuses dans le secteur de la construction. On constate une pénurie. Et tout d'un coup, un programme sort d'un chapeau, objectif de former de 4 à 5 000 personnes pour des AEP en construction. On lance 4 formations de 4 à 6 mois, 750 de soutien par semaine aux étudiants et étudiantes, gros programme de bourse pour former des gens. Donc là, c'est quelque chose qui est sorti très rapidement, mais donc ça démontre que quand il y a de la volonté politique, on est en mesure de développer des programmes, mais plutôt que de le faire à la carte comme ça prendrait vraiment un plan d'action gouvernemental pour renforcer l'offre de formation, le recrutement, la valorisation. Là, évidemment, moi, j'ai pensé aux emplois de la réparation, mais dans plein d'autres secteurs aussi, ça pourrait se concrétiser. Et vraiment, comme je le mentionnais au début, qu'il y a une planification en amont des politiques publiques qui seront adoptées aussi pour ne pas se retrouver avec une justification de la non-atteinte des résultats parce qu'on n'a pas réfléchi de manière stratégique pour justifier en fait l'échec de la mise en place des politiques publiques. Merci. Ça mettrait merci beaucoup pour vos interventions. On aurait un bon 20 minutes, comme prévu, pour des questions. Oui, bravo. Excellent. Pour vos questions, interventions, interrogations pour les panélistes en avant, donc qui souhaite poser une question? Oui, Jonathan. Oui. Ah. Pas des questions, mais vos réactions. Merci, Jonathan Michaud, doctorant à l'écoloration industrielle. Je travaille avec Mélanie Laroche sur les stratégies syndicales écologiques et anciennement stagiaire avec Patrick à la FTQ. Ah ouais? Ah ben oui, on en a déjà parlé en plus. un, un apprentissage important qui m'a amené à l'époque où Patrick était dans ses débuts, donc sur les enjeux environnementaux, qui m'a amené moi-même à Yadra. Fin de la parenthèse. Pour ma question, en fait, c'est est-ce que l'économie circulaire est une bonne excuse pour commencer à réfléchir au Québec sur l'adéquation entre les besoins et la production? Parce qu'on parle beaucoup de surconsommation, mais il me semble, de mon analyse, que la crise de la surconsommation est plus une crise de la surproduction que de la surconsommation. Et l'économie circulaire vient surtout répondre dans vos interventions, comme on parle beaucoup de recyclage, à la fin de cycle, comment on retourne au début du cycle, mais est-ce qu'on peut penser aussi à pourquoi on produit ce qu'on produit? Puis le lien que ça a, moi je pense à un texte qui a été coordonné, un livre qui a été coordonné par Yves Clos sur le prix du travail bien fait, où il réfléchit à donner du sens au travail des travailleurs en faisant du travail de qualité qui se fait sans abîmer la planète et avec les travailleurs. Est-ce que l'économie circulaire rentre dans ce schéma-là ou c'est possible de la faire rentrer? D'abord, merci à vous quatre pour ces brillantes présentations. C'était extrêmement intéressant. Un des éléments qui a germé dans ma réflexion, c'était la présence de l'économie sociale, qui semble très importante dans l'économie circulaire. Et je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise chose au final, parce que a priori, on pourrait s'en réjouir, parce que c'est une économie a priori vertueuse, mais on pourrait se dire que si elle est surreprésentée, c'est peut-être parce que c'est la seule qui accepte de travailler avec des salaires à bas prix, c'est la seule qui accepte de faire des boulots peu valorisés, c'est l'économie qui est tirée par les valeurs plus que par le profit. Et puis c'est une économie aussi qui est en partie subventionnée par l'État. Et tous ces éléments-là peuvent laisser penser que éventuellement, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, que ce soit l'économie circulaire qui soit l'économie sociale et solidaire qui soit surreprésentée dans la circularité. Donc, je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à cette question qui est générale. Je sais pas dans quel terme vous les posez aussi ou pas. C'est deux questions très différentes, mais je vais réagir à la première et à la deuxième. Mais à la première,
j'ai parlé plus des métiers de la réparation, puis je pense que ça va dans le sens aussi de préserver la valeur de l'existant. Et souvent, quand on regarde le schéma de l'économie circulaire ou quand on en prend connaissance, je trouve que ça ne ressort pas assez la hiérarchisation des stratégies. Et c'est comme si on mettait sur un pied d'égalité la gestion en fin de vie des objets, des emballages, etc., avec l'éco-conception, la réduction à la source, l'optimisation, l'économie de fonctionnalité, mais ce n'est pas anodin le fait que ce soit noté, que ce soit priorisé aussi. Par contre, je crois qu'il y a une surreprésentation de certains lobbies aussi qui veulent faire une adéquation entre le recyclage et l'économie circulaire, qui peut être problématique en tant que telle. Mais normalement, on devrait vraiment y aller vers une priorisation des premières stratégies. Donc, voilà, et qui permettent et qui vont dans le sens de réviser, de revoir nos modes de production et de consommation parce qu'on veut trouver des nouvelles manières de faire, des nouveaux modèles d'affaires, une réduction aussi, donc tenir compte de la limite des ressources naturelles disponibles et de la non-viabilité de poursuivre au rythme dans lequel on est actuellement. Et pour l'économie sociale, je vais juste peut-être mettre un bémol c'est très divers l'économie sociale et je pense qu'on fait souvent le lien entre les entreprises d'insertion et les entreprises d'économie sociale, mais ce n'est pas que ça. Et il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui ont un modèle d'affaires et qui génèrent de la richesse aussi. Euh, je- Exact. C'est ça. Et par exemple, moi, avant, j'étais dans une entreprise qui faisait partie du milieu de l'économie sociale. On était une coopérative de travailleuses qui faisaient des services conseils en gestion des matières résiduelles. Donc, et c'est des emplois de très grande qualité. Donc, c'est juste que là, on a beaucoup parlé des travailleurs, travailleuses dans les centres de tri, mais je pense que le portrait et le panorama de l'économie sociale, il est plus vaste. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de gens d'économie sociale dans le secteur de l'économie circulaire parce que ça a une vision plus complète, en fait. Donc, c'est une gouvernance qui est plus juste. Il y a plein d'avantages. Donc, il y a une cohérence aussi que je souhaite voir davantage présente entre l'économie sociale et l'économie circulaire. Puis, ça intéresse beaucoup ce réseau-là de l'économie sociale et c'est une très bonne nouvelle, tant qu'à moi. Puis pour peut-être enchérir sur ta question, puis ça, c'est une opinion très personnelle que je vais donner, ça n'engage pas mon organisation. Dominique est la présidente de mon CA. Mais c'est aussi, c'est qu'on a comment je pourrais dire? De la façon dont on évalue le succès d'une entreprise, c'est basé sur la croissance puis l'augmentation des profits. Tant que ça ne va pas changer, on va être pris dans ce système-là. Tu sais, moi-même, je travaille en environnement chaque jour, mais j'ai un REER collectif. Puis j'ai de l'argent dans un fonds FTQ. Puis je suis contente quand j'ai des revenus parce que c'est ma retraite. Puis pour que j'aie des revenus, il faut que les sociétés dans mon portefeuille d'actions, ils fassent de l'argent. Fait que c'est comme un peu pervers, toute cette affaire-là. Fait que tant qu'on va évaluer le succès d'une entreprise juste sur la croissance en termes économiques, on est un petit peu pris là-dedans. Fait que ça, c'est de un. Puis pour l'économie sociale, effectivement, il y a toute une panoplie d'activités, mais c'est quand même très malheureux que quand on parle de recyclage puis d'entreprises d'insertion, que les tâches plates qui génèrent peu de valeur, ça soit fait par ces entreprises-là. Effectivement, on ne doit pas se réjouir de ça, mais il faut que ça change. Puis ça fait un lien avec l'autre question, en fait. C'est tant qu'on n'associera pas une valeur à ces métiers-là, on est pris. Fait que faut on a le pouvoir de changer ça. En fait, je vais très simple. Il ne faut juste pas que l'économie circulaire résulte qu'à ne tourner en rond. Des exemples quand même, des éboueurs, les gens qui courent en arrière des camions de vidange pour collecter vos détritus. C'est souvent des gens qui ont des dossiers criminels et qui font fait de la réinsertion sociale avec eux autres. On leur donne un premier emploi qui, moi, je trouve est très,
est très noble de le faire. Oui, c'est un métier dur. Oui, courir en arrière d'un camion, c'est une forme olympique. On a déjà mesuré les gens qui courent en arrière des éboueurs comme étant des Olympiens en termes de forme cardiovasculaire, etc. Mais c'est aussi des fois une porte. On a vu des beaux exemples on a vu des beaux exemples des boueurs qui sont devenus chauffeurs et boueurs, puis qui sont devenus superviseurs, puis qui ont été suivre un cours en mécanique de camion. Alors, c'est quand même une porte d'entrée qui n'est pas toujours souhaitable dans toute sa totalité, mais qui peut être une porte d'entrée très intéressante pour des gens qui sont éloignés du marché du travail. Peut-être une petite réflexion complémentaire, c'est aussi de voir c'est quoi les mécanismes de financement pour les autres maillons de la chaîne de l'économie circulaire et comment est-ce que dans les politiques publiques, on peut avoir des incitatifs. Donc, du côté d'Équiterre, par exemple, on milite beaucoup pour qu'il y ait des cibles de réemploi dans tous les systèmes de responsabilité élargie des producteurs parce que trop rapidement, on va vers le recyclage. Ça permet de récupérer des plus gros volumes. C'est plus simple. On a des gros joueurs qui vont faire ça à bas prix, mais on perd toute la valeur des objets, des appareils, des emballages, etc. Donc, avoir des cibles, avoir des mécanismes de financement aussi pour toutes ces solutions-là, ça fait partie d'un éventail de mesures qui sont pas exactement liées à l'emploi, mais finalement qui peuvent permettre de créer des emplois de qualité à terme parce que ça devient des objectifs, c'est contraignant. Après, bon, l'enjeu, c'est toujours d'appliquer ces objectifs-là parce qu'on on a plusieurs exemples de législation en place qui ne sont pas respectés. Mais ça aussi, je pense que ce serait un élément de réponse qui aiderait d'aller davantage vers les premières stratégies de l'économie circulaire. Puis, il faut recréer ces métiers-là traditionnels la réparabilité, ça implique ben, des cordonniers, là. Avant, il y en avait tous les deux au coin de rue, des couturiers, les nettoyeurs, là, on peut faire nos bas de pantalon là, quand on n'est pas habile comme moi. Je fais pas les deux jambes égales. Bon, ça arrive. Il faut que je marche plus vite pour pas que ça paraisse. Mais c'est ça, il faut ramener ça, ces métiers-là, l'importance de ces métiers-là qui sont lents, qui sont le contact client, qui sont prendre le temps de bien faire, qui ont des savoir-faire. Il faut ramener l'intérêt vers ces métiers-là. Heureusement, moi, mes enfants sont de jeunes adultes, là, puis ça a été, moi, je suis de la génération X, No Future. Vous voyez, c'est quand même pas si mal. Mais on t'a encouragé à aller à l'université, faire des parcours universitaires. Maintenant, les techniques, les DEP, c'est valorisé aussi. Fait que les choses changent quand même, là. Il y a pour qu'il y ait des métiers intéressants à tous les niveaux, c'est important. Ça, au moins, c'est une note encourageante, là. Merci beaucoup et merci pour vos différentes présentations. Moi, je suis commis de l'École de relations industrielles, mais je suis là en tant que représentant du ministère du Travail, excusez-moi. Euh, mais écoute, je ne parle pas. Non. En fait, mon intervention, en fait, je viens de découvrir, j'entends parler d'économie circulaire et tout, mais vos présentations m'ont donné plus d'éclairage sur le concept d'économie circulaire et tout. Mais moi, à vous écouter à la fin de la présentation et surtout en écoutant Patrick marteler le concept de transition juste. Je me suis posé la question, est-ce que le fait de traiter l'économie circulaire comme un secteur ne limite pas un peu la capacité de transformation qu'on peut attendre de la transition juste, les enjeux environnementaux? Si on faisait en sorte que la transition soit intégrée dans l'économie dans sa globalité. Et la philosophie que vous venez de présenter me semble être une alternative possible à l'économie telle qu'elle est conçue actuellement. Et ça peut intégrer toutes les sphères d'activité si on essaie de développer une philosophie où on met la circularité, quel que soit le secteur d'activité.
Donc, je me demande, le fait même de traiter l'économie circulaire comme un secteur, est-ce que ça ne pose pas véritablement, ça ne limite pas la capacité d'impact que cela pourrait avoir sur la société en général? Ça, c'est juste une réflexion. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Puis je pense pas que c'est l'approche qu'on a eue, c'est qu'on a utilisé des exemples pour l'illustrer. Donc, on est revenu souvent sur le centre de tri. Mais effectivement, l'économie circulaire est beaucoup plus large que ça. J'ai utilisé entre autres l'exemple du plastique, donc manufacturier, où on peut retrouver ça. On peut retrouver ça aussi d'un point de vue énergétique, les pertes de chaleur, les boucles énergétiques, la chimie verte. Il y a une multitude. En fait, c'est un concept de simplement. Et c'est un paradigme, effectivement, de ne pas, en fait, de récupérer le plus possible, mais tout en ayant, comme précédemment on l'a dit, une volonté qui nous sort de la croissance à tout prix, là. Donc de l'incarner dans un nouveau paradigme économique. Donc, oui, ça se tient tout ça, là. Je ne pense pas que ça soit un secteur de l'économie circulaire. C'est vrai qu'on l'a pris sous l'angle des emplois circulaires, et c'est la critique que j'avais tantôt. C'est quand on commence à étiqueter de cette façon-là, on oublie beaucoup de corps de métier et d'autres opportunités que nous pouvons avoir d'aller plus loin dans certains concepts. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et comme Amélie, je crois que c'est toi qui le disais tantôt, c'est même plus large que ça, là. Ça peut aller de l'éco-conception à la vérification, à l'opération. Donc, il y a une multitude aussi d'emplois différents dans une chaîne circulaire. Minutes. Moi, j'ai une question, c'est plus pour Patrick, en fait. Par rapport à une des questions qui me. Je sais pas, peut-être que j'ai mal à formuler, c'est comment faire la transition d'emplois qui sont des emplois bien payés, établis, style pétrole, mine ou plastique, des emplois qui sont qualifiés vers, et puis certains emplois, si on décarbonise, il y a des emplois dans les industries fossiles qui vont disparaître. Comment amorcer cette transition-là pour que et puis parce que ça peut être une source, c'est perçu comme une source de résistance ou une certaine inertie. Oui, Dominique aussi pourrait répondre. Là, il y a Enviro Compétences a produit un rapport justement, auquel j'ai participé sur justement cette transition-là des emplois. Il y a un biais de partir avec il y aura perte d'emploi net et c'est tout. Il y a certains emplois qui ne se transformeront pas. Il y en a qui ont des compétences égales. Il y en a qui devront être requalifiés et autres. Il faut faire le ménage de tout ça. Et le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on. En fait, une chose que moi je critique et un de mes chevals de bataille, c'est qu'on n'a pas d'études prospectives d'impact par secteur d'activité des changements climatiques avec des cibles scientifiques. Et à, comme par exemple le Royaume-Uni a fait. Et ça permet d'avoir en fait, de voir clair où on s'en va, parce que par la suite, ça permet d'établir des scénarios de décarbonation et après ça, évaluer les impacts de ces scénarios-là sur les emplois et non pas essayer de deviner quel sera l'impact sur les emplois, qu'est-ce qu'on va faire avec eux. C'est comme commencer avec la fin. Donc, il manque tout un morceau où on doit faire ce travail-là qui est rigoureux, dont les gouvernements ont souvent peu d'appétit parce que, justement, on vient démontrer que notre action gouvernementale va possiblement créer des pertes d'emplois. Alors, en tant que gouvernement, ce qu'on veut, c'est dire à la fin de notre bilan, on a créé tant de bons emplois. Donc il y a une question de volonté aussi à ce niveau-là. Donc, il y a quand même un biais à ce niveau-là et c'est pour ça que tout le concept de transition juste prend sa place. Ici, comme je le disais, au Québec, il y en a pas d'appétit pour ça. Au fédéral, on parle plutôt, on le pogne par les emplois durables, mais on n'adresse pas les emplois actuels. On a encore une vision d'emploi à venir et d'essayer de déterminer les compétences du futur pour les métiers du futur. Mais ailleurs, vous avez deux commissions, en Irlande, en Écosse, il y a un bureau de la transition en Espagne, l'Union européenne a un fonds pour la transition juste avec des mécanismes, il y a des études qui ont été faites. En Afrique du Sud, ils ont des structures. En Nouvelle-Zélande, ils en ont. Donc, ça existe ailleurs. Et ça permet en fait d'impliquer de grands secteurs dans un dialogue pour transformer ce secteur-là. Et ça donne des résultats. Parce qu'à contrario de ça, c'est si on revient à un ingénieur qui travaille chez Suncor dans l'est de Montréal et qu'on lui offre que, ben écoute,
tu sais que ton emploi va peut-être disparaître. Quelle espèce de réaction vous voulez qu'il ait? À part, ben, je vais me battre jusqu'au bout pour ne pas perdre mon emploi. Donc c'est un peu. On a souvent cette approche-là, un peu fataliste de dire, ah, mais là, il va falloir qu'il y en ait qui souffrent et qui perdent leur emploi et ainsi de suite. Mais on n'offre pas d'espace pour planifier autre chose. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et ça commence à être criant parce qu'il y a déjà des pertes d'emplois, il y a déjà une transformation du secteur. J'en ai parlé tantôt. Les feux de forêt, la protection du caribou et le bois d'œuvre en ce moment, c'est un cocktail explosif pour l'industrie forestière. Et il y a des villages qui en dépendent. Et encore là, on n'a qu'une guerre de qui flexe le plus ses muscles entre Ottawa et Québec au lieu d'adresser ces questions-là et ces acteurs du milieu qui sont obligés de s'organiser entre eux. L'Est de Montréal, c'est la même affaire. En ce moment, il y a un chantier qui s'est mis en place, piloté par le partenariat Climat Montréal et la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Et on avait lancé cette discussion-là lors du sommet Climat Montréal entre la FTQ et la Chambre de commerce l'été dernier. Donc, mais ce n'est pas une initiative gouvernementale. Donc il faut créer ces conditions-là. Ben, juste peut-être dire, quand tout à l'heure, je parlais que quand on établit une loi, un règlement ou une orientation stratégique, de voir qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme compétences, comme formation, de le prévoir d'avance, bien, ça permet de pallier à des restructurations, à des pertes d'emplois, puis de dire, bien, cette personne-là, en pétrochimie, peut très bien aller en biométhanisation. Il rouvre de belles usines en biomètre en ce moment au Québec. Bien, peut-être que la requalification ou le transfert vers des métiers ou des professions dites connexes, bien, on prévoit d'avance que ça va se transférer vers là. Donc, on planifie. Mais souvent, on ne planifie pas assez. Puis quand je parlais de travailler en silo, je me souviens très bien, en 2002, on a eu la loi sur la qualité de l'eau potable. Il y a plein de gens qui sont assis ensemble. Ils ont dit qu'il faut qualifier notre main-d'œuvre, il faut certifier les opérateurs en traitement de l'eau. Il y a eu des certifications qui sont montées, mais on n'a jamais pensé quand depuis, ça fait 4 ans qu'on a une pénurie d'opérateurs dans les usines de traitement de l'eau, ce qui fait qu'on parle de l'ordre, on parle de la dernière goutte d'eau, là, parce qu'on n'a plus de gens pour opérer les usines de traitement de l'eau. D'où mon hein? Ouais. D'où prévoir, planifier, c'est un exemple. Planifier ce qui peut arriver. Puis il le dit, c'est de mettre sur table des scénarios. Quand le plan A ne marche pas, ben, le plan B peut peut-être aller, puis le plan C aussi. Là, tu sais. Est-ce que vous aviez peut-être un dernier mot là-dessus? Écoutez, on est pile à l'heure. Et on voulait vraiment vous remercier pour votre présence, le partage de vos expertises, vos expériences. Ça a été vraiment riche. Puis ça a été le fun qu'on parle d'économie circulaire dans le contexte du crime. Je pense que c'est une des premières fois où on intègre notamment ces questions-là. Donc, merci. Puis peut-être vous joindre à moi pour une main d'applaudissement pour nos panélistes.